Le 100% football amateur, c'est l'émission qui rassemble tous les amoureux du ballon rond pendant une heure. Autour d'une équipe de consultants, retour sur des résultats, sur un quiz, un débat, un coup de cœur, un coup de gueule, de la culture foot. En dernière partie d'émission, un invité sera avec nous pour revenir sur ses débuts, ses émotions, ses défaites, ses victoires, ses ambitions. Un acteur du ballon rond qui se livre comme il le fait rarement. On vous attend chaque semaine au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM le lundi de 19h à 20h et réécoutez l'émission sur radio-rgb.net. Ravi de vous retrouver dans l'émission qui rassemble tous les amoureux du ballon rond. C'est tous les lundis pendant une heure. Les titres de ce soir, chers auditeurs, auditrices, France-Maroc. Deux visions de la formation selon Nasser Largué. Cosmo Taverny reprend les commandes en départemental 1. Le parcours sans raccourci d'Alonso Mourjotte pour en parler, pour m'accompagner. Bonsoir Mehdi Oudni. Ça va très bien Farid, après une finale un peu folle hier. C'était intéressant et puis avec plaisir pour cette émission. T'as repris tes esprits ? Ça y est, Marseille a gagné, tout va bien. Tout va bien, c'est le plus heureux des hommes. Mais à ta droite, il y a un autre homme heureux, je présume, Karim Rabia. Bonsoir Farid, bonsoir messieurs. Un plaisir d'être là. Qui plus est, on va entendre le beau petit chant de Marseille avec Nasser. Ça va être super agréable. Alors je ne suis pas certain qu'à la régie ils aient cet hymne marseillais, mais bon, sait-on jamais. Un jour peut-être, hein, messieurs, j'espère vous le donner. En tout cas, merci d'être à mes côtés ce soir. Avec plaisir Farid. Voici le programme, mesdames, messieurs. Fort d'un parcours entre la France et le Maroc, aujourd'hui directeur technique en Arabie Saoudite, Nasser Largué confronte deux écoles de formation et interroge leurs différences, leurs influences et leurs limites. Il est avec nous dans quelques instants au téléphone. Cosmo Taverny a fait la bonne affaire du week-end en départemental 1 en allant s'imposer sur le terrain d'Oni. On en parle en seconde partie d'émission. Formé au Restart, passé par les championnats nationaux et une expérience à l'étranger, Alonso Mourjotte dispose d'une marge de progression importante. C'est notre invité et interview ce soir. Bienvenue à ce micro, Alonso. Bonsoir Farid, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Heureux d'être là pour parler de ce qu'on aime tous, le foot. Hein. Et puis voilà. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation, Alonso. On va pouvoir démarrer, c'est le 20e numéro de la saison. Vous êtes au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM. C'est parti. Le 100% football amateur, culture foot. Actuel directeur technique en Arabie Saoudite, Nasser Largué pose son regard sur les avancées et les défis de la formation au Maroc. Il est avec nous. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir Nasser, comment allez-vous ? Très bien. Écoute, Farid, merci beaucoup pour ton invitation et puis mes meilleurs voeux pour tes collègues qui sont avec toi et à tous tes suiveurs. C'est gentil Nasser, merci encore d'avoir accepté cette invitation. Vous avez été formé et avez travaillé longtemps dans le système français. En quoi la formation marocaine s'en inspire-t-elle encore aujourd'hui, consciemment ou non ? Écoutez, pour moi, c'est vrai qu'il y a des écoles de formation françaises, hollandaises, espagnoles, etc. Mais à l'arrivée, quand on était au Maroc, on a essayé de faire en sorte de développer le joueur pour le haut niveau, quelle que soit la nationalité. Quand un joueur va au plus haut niveau, c'est un joueur qui doit être bon techniquement, d'être fort sur le plan athlétique, avoir du sens du jeu, une connaissance, je dirais, tactique, et puis, bien sûr, sur le plan mental aussi. Donc, que vous soyez de l'école espagnole ou de l'école italienne ou de l'école française ou aujourd'hui marocaine, je dirais le produit, le joueur de haut niveau doit avoir toutes ces caractéristiques-là. Et c'est vrai que quand après 25 années
passé en France et formé en France, quand je suis rentré au Maroc, j'ai essayé de mettre en place une formation qui soit adaptée à nos jeunes Marocains, sans faire du copier-coller. On a essayé de décomplexer un peu nos joueurs locaux en leur disant que le haut niveau était fait aussi pour eux et qu'il fallait travailler pour le haut niveau, c'est-à-dire c'est un vrai travail. Je le dis souvent, c'est en utilisant des mots anglais qui me plaisent. Le football aujourd'hui, c'est pas joke, c'est job. Et aujourd'hui, on travaille pour en faire son métier. Et donc, je suis très heureux qu'au Maroc, on continue dans cette voie-là. On continue à former nos joueurs et aujourd'hui, l'amalgame entre les joueurs binationaux et les joueurs locaux, elle se fait de façon formidable. C'est vrai, c'est très intéressant, Nasser. Quelles sont, selon vous, les principales différences philosophiques entre la formation française et la formation marocaine? Honnêtement, chez le joueur marocain, c'est vrai que le joueur marocain est quelqu'un de très, très habile techniquement. Il faut lui laisser cette liberté, cette créativité. C'est vrai qu'en France, on a un petit peu perdu cette créativité en essayant de formater le joueur. On essaie de leur apprendre comment défendre, toujours défendre en bloc. Et puis cette folie, offensive, on la perd un petit peu. Et on essaie toujours d'avoir des animations offensives collectives. C'est vrai qu'il y a cette petite différence où le joueur africain, donc marocain, a ce rapport avec le ballon qui lui permet d'être créatif et donc à l'entraînement, on essaie de donner beaucoup de liberté aux joueurs pour s'exprimer et ne pas l'enfermer dans un cadre rigide. Je comprends. Avant de laisser la parole à Mehdi et à Karim, aujourd'hui vous êtes en Arabie Saoudite, mais je me doute que vous gardez toujours des liens très, très forts forcément avec le Maroc. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'évolution de la formation au Maroc depuis la création de l'Académie Mohamed VI? Pour moi, elle est exceptionnelle parce que c'est vrai que j'ai eu cette chance de travailler 12 années au Maroc, avec cette année avec l'Académie de Sa Majesté, qui a eu cette lumineuse idée de dire on va pas attaquer la réforme du football par le toit, c'est-à-dire par les équipes nationales, mais on va aller plus bas en essayant de former les joueurs, de donner une culture de travail, une culture de formation. Et ensuite, les 5 années que j'ai passées à la fédération, on a essayé d'implémenter cette méthodologie qu'on avait mis à l'académie dans l'ensemble des clubs au Maroc, avec les ligues régionales aussi. Donc je suis vraiment très fier et heureux de voir que cette stratégie est maintenue dans le temps, puisque l'académie, vous savez, elle a démarré en 2007, la première promotion 2009. Aujourd'hui, on est en 2025 et on voit l'évolution quand vous avez le futsal qui truste tous les titres, les filles qui commencent à pointer le nez sur le plan international, et on voit chez les garçons les moins de 17 ans champions d'Afrique, ils ont été à la Coupe du Monde, les moins de 20 ans ont été vice-champions d'Afrique et par contre champions du monde. Quand on voit que avec Tariq Skitiwi qui a eu 3 titres presque en une année et demie, avec la médaille de bronze au JO, plus le CHAN, plus la Coupe arabe, et notre équipe nationale après la Coupe du Monde réussie au Qatar, elle a été en finale en Coupe d'Afrique. Ça, c'est de bon augure et je suis fier de voir que notre football aujourd'hui est le meilleur en Afrique et le meilleur dans le monde arabe. Exactement, vous pouvez être fier de la pierre que vous avez apportée dans ce développement du football marocain. Je laisse la parole à Karim. Bonsoir Nasser. Déjà, avant toute chose, c'est un honneur pour moi de vous avoir en ligne, ayant déjà eu l'occasion de vous rencontrer et d'échanger avec vous au campus de l'OM. Et en plus, ça, on a eu même le temps de prendre la petite photo. On l'a vu, la photo. La photo, je l'ai envoyée. Pour moi, Nasser, c'est parce que je regarde beaucoup les vidéos aussi que vous avez pu mettre sur les réseaux, et vos interventions qui ont toujours été justes et très cohérentes. Et pour moi, Nasser, c'est la simplicité, c'est la disponibilité et surtout c'est l'humilité. Et son maître mot que j'ai pu retenir dans tous les interviews que j'ai pu voir, c'est la bienveillance.
Et je me rappelle d'une petite anecdote, c'est que Nasser partait du campus toujours avec son petit vélo. Je crois qu'il avait un vélo électrique à l'époque. Exact. Voilà. Alors moi, pour en venir à la question, c'est que chaque jour, nous pouvons constater les dérives du football amateur. J'appelle ça un fléau. Je vais m'en tenir uniquement à la préformation, où le résultat aujourd'hui prime sur le développement du joueur, c'est le point de vue technique, coordination, le cognitif, car souvent aujourd'hui, certains, je ne vais pas faire une généralité, certains responsables d'équipe veulent uniquement exister, être dans la lumière, sans penser à demain, à ce qui est bon pour l'enfant. Donc ma question, c'est que pensez-vous de la situation actuelle du football amateur? Et si vous étiez en responsabilité, quelles mesures prendriez-vous pour pouvoir essayer de, pas stopper, mais essayer de faire que ce fléau ne soit pas trop grand? Bon, c'est vrai que je m'en suis aperçu quand j'ai passé 12 années au Maroc et je suis revenu en France à l'Olympique de Marseille. J'étais très étonné que le monde amateur se considérait comme professionnel. Donc, ils cherchaient seulement à transférer des joueurs dans les clubs professionnels et récupérer des indemnités de très faux. Ils aiguillaient les enfants comme... Je suis comme vous, je généralise pas, hein, mais certains clubs, malheureusement, se comportent comme des agents en essayant d'envoyer à droite et à gauche des gamins. Je pense que si demain je suis dans le monde amateur, et c'est ce que j'ai envie de faire, bon, je suis à quelques mois ou quelques années de la retraite, j'ai envie de me consacrer vraiment au monde amateur bénévolement pour essayer de donner des conseils aux familles, aux enfants et surtout aux éducateurs, de pouvoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'être un peu plus bienveillant avec les jeunes. Et si vous vous en occupez bien, les résultats viendront tout seuls. Et surtout dire aux gens que moi je préfère que gagner des carrières de joueurs éventuellement, même si c'est qu'en national ou en DH ou peut-être demain en professionnel, plutôt que de gagner des matchs, parce que gagner des matchs, au bout de 4 ans, 5 ans, on oubliera ça. Ouais, par contre, quand vous avez un joueur qui va faire du football son métier, vous allez vous en souvenir toute votre vie. Moi, les gamins qui sont passés avec moi dans les différents centres de formation, notamment à l'Académie Mohamed VI, quel plaisir de les voir. Il y en avait 5 avec l'équipe nationale du Maroc, de les voir sur le terrain. Ça vaut tous les championnats qu'il en a gagnés avec l'Académie ou avec des clubs. Donc voilà, donc moi, j'essaierai plus d'échanger avec les éducateurs pour s'occuper de ces enfants comme si c'était leurs propres enfants. C'est important, le plaisir avant tout. Il y a Mehdi qui veut vous poser une question, Nasser. Oui, bonsoir Nasser. C'est vrai que je vous rejoins sur tout ce que vous dites. On voit que le football d'aujourd'hui, surtout en amateur, parce que je coach en amateur, et on voit qu'on est beaucoup sur les transitions et on en oublie le joueur techniquement. Et souvent on critique un peu la façon de jouer de l'équipe alors qu'ils ont les profils pour. Et je pense que beaucoup oublient certains joueurs parce qu'ils ont cette qualité technique, ils pensent pas assez à faire bosser le joueur individuellement. Et ma question elle est simple, comment faire comprendre à l'éducateur que avant de penser aux résultats, que un joueur doit aussi bosser individuellement et progresser. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, un éducateur, quand il a un groupe avec lui, je sais pas moi, de 20, 25 joueurs, 18 joueurs, peu importe, il doit vraiment jouer son rôle d'éducateur. Pour moi, avec les jeunes et dans le monde amateur, surtout pour les jeunes, on est avant tout des éducateurs, on n'est pas des entraîneurs. Parce que je fais une grande différence entre l'éducateur formateur et l'entraîneur. L'entraîneur, c'est celui qui va composer une équipe pour jouer un match, pour le gagner ou pour essayer de ne pas perdre. Alors que l'éducateur, le formateur, c'est celui qui va façonner un joueur. Et aujourd'hui, pour avoir une équipe compétitive aussi, il faut des joueurs qui soient prêts techniquement, physiquement, tactiquement, mentalement. Et donc, si on ne s'occupe pas individuellement de ces joueurs, on va perdre quelque chose. Et demain, cet éducateur, peut-être que son meilleur joueur sera absent, soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il est blessé. Il aura bien besoin des autres qui vont pouvoir lui faire le résultat qu'il recherche. Donc, à mon avis, le conseil que je donne à tous les éducateurs, occupez-vous de la même manière de tous les enfants, sachant que les enfants sont tous différents les uns des autres.
Donc voilà. Et là, encore une fois, je me répète, je l'ai dit tout à l'heure, faites en sorte de vous occuper de ces gamins comme si c'était vos propres enfants. Et donc, pour pratiquer le foot, eh ben, il faut s'intéresser à chaque joueur par rapport à ses forces, ses lacunes, essayer de faire en sorte qu'il renforce ses forces et puis qu'il puisse gommer un petit peu ses lacunes. Je partage complètement, Nasser. Et pour continuer un petit peu sur le sujet des éducateurs et des formateurs, a-t-on suffisamment investi dans la formation des formateurs au Maroc ? Oui, au Maroc, on avait fait tout un programme à l'époque avec Jean-Pierre Morland, que Dieu a son âme. On a réformé un petit peu la formation, on a créé la licence pro au Maroc et donc en la créant la licence pro, on a remodelé toute la formation de la licence C, B, A jusqu'à, on a créé aussi la youth, comment dire, le formateur des jeunes. Et dans les formateurs des jeunes, on a fait une différenciation avec ceux qui allaient être à la préformation et ceux qui allaient être à la formation. Et si j'avais continué avec la fédération, je voulais créer un diplôme spécifique pour l'école de foot, dans laquelle il y a vraiment le sens de l'éducateur et de l'accompagnateur qui a été plus fort que les autres diplômes. Et aujourd'hui, le Maroc, au niveau de la formation, ils font partie des... De toute façon, c'est le meilleur en Afrique, hein, et il fait partie de ceux qui avoisinent ce qui se passe en Europe. En effet, avant de redonner la parole... Juste par rapport à la formation, savoir qu'aujourd'hui, pratiquement, une grande partie des entraîneurs, à part l'entraîneur qui était avec les U20, sont tous des Marocains qui sont passés par les formations locales. Walid Regragui a passé la licence pro au Maroc. Il y a Tarek Skitiwi aussi, ses licences, il les a passées au Maroc. Nabil Barra, avec les moins de 17 ans, a passé ses diplômes au Maroc. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des éducateurs et des entraîneurs qui sont costauds, quoi. Exactement. Donc avant de laisser la parole de nouveau à Mehdi et à Karim, je voulais parler de Walid Regragui, que vous connaissez très bien. Moi, je trouve que durant la compétition, la CAN qui s'est déroulée au Maroc, donc il avait forcément une pression forte sur les épaules. Je trouve qu'il a changé au fil du temps. Comment vous l'avez trouvé, étant donné que vous le connaissez ? Je pense que Walid a joué son rôle du coach de l'équipe nationale. Il a montré ses qualités. C'est quelqu'un qui a du contenu. Quand il était la licence pro, avec nous à la licence pro, c'était l'un des meilleurs. Je pense que même il est sorti major de la promotion. Il savait communiquer, il savait être proche des joueurs et il connaissait sur le plan technico-tactique son travail. Effectivement, quand vous êtes passé 4e mondial avec la Coupe du Monde et que vous accueillez chez vous la Coupe d'Afrique, c'est sûr qu'il y a une pression énorme à la fois sur lui, sur les dirigeants et sur les joueurs. Je pense que le départ de cette CAN a été un petit peu poussif. Il a su garder le cap et il a su amener cette équipe-là jusqu'à la finale. Donc aujourd'hui, c'est un entraîneur et c'est une valeur sûre pour moi. Malgré toute la pression qu'il avait et puis les critiques qu'il a subies, soit de la presse ou de l'opinion publique, il a su rester droit dans ses bottes et puis il a amené quand même cette équipe à la finale. Et même à la finale, il était à 1 minute, 2 minutes d'être champion d'Afrique. Donc bravo à lui et félicitations à lui et à son staff. Exactement. Nasser, je ne sais pas si vous allez nous le dire ou pas, mais est-ce que vous l'avez eu depuis hier au téléphone, Walid Regragui ? Non. Il a laissé entendre que peut-être il n'allait pas poursuivre, alors qu'au vu du travail qu'il a pu accomplir, au vu de la prochaine Coupe du Monde, pas la prochaine, mais la suivante, qui va se dérouler en Espagne, Portugal et au Maroc, le seul maître à bord est Walid Regragui, personne d'autre. Non, moi j'ai pas entendu ça. Et puis en plus de ça, avec la déception qu'il doit ressentir, donc c'est pas le moment de l'appeler. J'ai envoyé un message de soutien, c'est tout. Mais il doit être dans sa bulle. Il doit prendre du recul pour essayer d'analyser
ce qui s'est passé. Pour moi, il n'y a eu que du bon, Donc voilà. Tout à fait. Non, mais en tout cas, moi, je persiste à dire que il faut le garder pour aller jusqu'à cette Coupe du Monde. Je laisse la parole pour une dernière question à Karim et à Mehdi. Alors, c'est plus personnel te concernant, Nasser. Nasser, c'est 67 ans. J'espère pour lui encore de très très longues années dans le football. C'est quelqu'un qui, on le sent, est très passionné, et surtout la passion de transmettre, de mettre en place des projets. Moi, je voulais savoir, parce qu'à la limite, quand je regarde une vidéo où Nasser parle, c'est le silence autour de moi, et sans aucune complaisance, mais avec beaucoup de, je bois les paroles de Nasser, parce que quand je me rappelle, c'est toujours bienveillant, c'est toujours cohérent, c'est toujours avec beaucoup de lucidité dans ce qu'il dit, et c'est toujours factuel et très clair. Donc je veux savoir si Nasser avait l'intention un jour d'écrire et mettre sur papier toutes ces belles expériences, ces belles anecdotes qu'il a pu avoir à travers tous les projets qu'il a pu amener à terme. Très bonne question, en effet. Oui, vous avez bien lu dans mon esprit, puisque j'ai commencé à coucher sur une feuille toutes les expériences, tout simplement pour dire au monde amateur que rien n'est impossible, parce que je suis un pur produit du monde amateur. J'ai découvert le football en club ici en arrivant en France, et quand j'ai mis les pieds dans le football, je suis plus sorti depuis 42 ans, et j'ai envie de partager ça avec tous les éducateurs, notamment le monde amateur. Ça, c'est mon vœu pieux, c'est pour partager mon expérience et dire aux gens en conclusion que rien n'est impossible. Le plus important, c'est de garder de l'humilité, d'accepter la main tendue, puisque c'est ça qui m'est arrivé. J'ai rencontré dans mon parcours des gens fabuleux qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Bon, en tout cas, bravo Karim pour cette exclusivité pour RGB 99.2 FM. Dernière question, Mehdi, pour Nasser. Plus un conseil, j'espère rester aussi longtemps. Toi aussi, tu veux écrire un livre? Non, peut-être pas, je suis pas assez fort là-dessus, Farid. Mais c'est vrai que rester le plus longtemps possible dans le football, c'est ce qu'on veut tous quand on est passionné par ça. Mais moi, c'est plus un conseil, comment développer chez un jeune le profil athlétique, parce qu'on voit de différentes manières de travailler. Moi, actuellement, je suis sur des U16 et je préconise beaucoup du ballon et du jeu banni, des 2 contre 2 à la place de faire du sans ballon. Et j'aimerais avoir des conseils comment encore mieux développer cet aspect-là. Il faut faire les deux, pas faire que de l'intégrer. Moi, je pense que chaque individu est tout à fait unique. Quand vous faites un jeu, vous faites un 5-5 et vous avez envie de leur faire développer leur puissance maximale aérobie, tous ne seront pas dans la zone demandée. Donc c'est pour ça que oui, il faut faire beaucoup de choses avec ballon chez les jeunes, mais à un moment donné, il faut les sortir de l'aspect collectif et travailler individuellement avec le joueur. Et même le joueur, sur le plan mental, regardez, vous faites un 5-5, des fois il y a un joueur qui n'est pas dans son assiette, il va pas s'exprimer, il va pas faire les efforts, et donc à l'arrivée, vous n'aurez pas travaillé l'aspect athlétique de ces jeunes joueurs. Si vous êtes capable d'alterner entre l'intégrer et l'individualisation, je pense que vous allez toucher chaque joueur. Et vous savez très bien que 2 joueurs moi je me rappelle quand j'étais dans les centres de formation, 2 joueurs qui ont la même VMA n'ont pas le même rythme cardiaque à la fin de l'effort. Donc il faut vraiment beaucoup individualiser à ce niveau-là. Moi, ce que je vous conseille, c'est continuer à ce que vous faites, mais introduisez dans votre méthodologie de l'individualisation, par chaque joueur est particulier. Exactement. Est différent. Ouais. Bon, Mehdi, merci beaucoup. Mettre en pratique le plus tôt possible. Merci Nasser d'être passé au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM. Merci à vous, une bonne émission et tous mes meilleurs vœux pour 2020. Merci, ça a été un plaisir. Merci Nasser. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, au revoir. Bon, ça a été de nouveau très enrichissant, passionnant. Tout à fait. Hein, ouais. Franchement, pas surpris comme quoi on a bu les paroles également. Nous aussi, Karim, on a bu les paroles de Nasser.
avec modération. Toujours, c'est important, c'est important. En tout cas, merci à Nasser, qui était du côté de l'Arabie Saoudite, d'avoir accepté cet échange. Vous êtes sur RGB 99.2 FM, c'est le 100% football amateur. On passe à la départementale 1. Le 100% football amateur, les résultats. Retour donc sur un week-end de départemental 1. D'un week-end à l'autre, le leader change de tête dans cette division. Je rappelle rapidement à nos auditeurs auditrices les résultats du week-end dernier. Vauréal perçant un partout. Cosmo Taverny est parti l'emporter facilement sur le terrain d'Oni, 3-0. La réserve de Saint-Leu est partie l'emporter également sur le terrain de Saint-Brice, 1-0. Herblay est parti l'emporter sur le terrain des Courants, 2-1, et pluie de buts entre Beson et RC Gonesse, 3 partout d'ailleurs. On devrait avoir dans quelques instants le coach de RC Gonesse, Manu Lemoine. Donc je récapitule, aucune victoire à domicile, et oui, il faut le rappeler, 3 victoires à l'extérieur. Pour le classement, Cosmo Taverny est premier avec 23 points et 7 victoires. Suit tout de suite derrière Herblay, 26 points, 6 victoires. Ferme sur le podium Vauréal avec 20 points et 5 victoires. Et bon dernier, le RC Gonesse, 2 points, 10 victoires. Donc avant messieurs, d'avoir Manu Lemoine au téléphone, quel est votre avis sur ce classement, Karim ? Alors moi, je suis d'un œil un petit peu la D1, mais vraiment d'un œil. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup parce que je suis plus très fervent supporter du monde senior en district. Néanmoins, je vois qu'il commence à y avoir pratiquement trois championnats en un, avec les quelques équipes qui commencent à se détacher, celles qui jouent le mieux de tableau et celles qui sont plutôt de tableau, même s'il ne faut pas tirer de conclusion active. Ouais, ça reste un championnat incertain. Parce que ça se jouera à peu près vers le mois de mars, on saura qui va jouer la montée, qui maintient. Et voilà. Donc je vois un petit peu, puis je vois que finalement, hormis Gonesse qui a du mal à décoller, on aura le coach tout à l'heure, mais quand je vois le résultat de Persan qui fait 1 à Vauréal, je pense qu'au départ, Vauréal prétendant à la montée, exactement. Personne aurait cru que Persan aurait été faire un match nul, donc très bien, c'est-à-dire que finalement, il n'y a rien de clair pour l'instant, dans ce championnat-là, même s'il y a des équipes qui sont un peu plus armées que d'autres, parce qu'ils ont mis les moyens aussi pour. Exactement. Donc c'est finalement en D1. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont des obligations de moyens, mais je pense qu'il y a des clubs qui ont des obligations de résultats, qui n'est pas du tout la même donne. Exactement. Voilà. Mehdi, quel est ton avis ? Il y a Herblay qui est gros favori, on va pas se le cacher, ils sont dans la course et je pense, pour moi, sur ce que j'ai vu hier, je pense qu'ils vont monter, pour moi. D'ailleurs, on avait reçu il y a quelques semaines, quelques mois, Maxime Pétain. Ouais. Mais il y a le Cosmo qui a encore son mot à dire. De toute façon, ça va être serré, comme l'a dit Karim, jusqu'à mois de mars. Ouais. Il y a des confrontations directes qui vont arriver. Et puis le maintien, rien n'est joué encore. Même si Gonesse est décroché, attention, il faut rester vigilant. Il suffit d'une victoire pour qu'il se relance. Exactement. Je sais qu'hier, il menait 3-1 à un moment donné. D'accord. On va voir Manu, donc on va voir ce que lui dit. Mais non, ça va être... je trouve que c'est un bon championnat et que... Il y a encore des surprises qui vont se créer. Exactement. Moi, je pense qu'il y a quand même 4-5 équipes qui peuvent jouer la montée, même Jules Moutier qui est 6e. Même Franconville aussi, attention. Donc c'est bien. Tous les dimanches, il y aura des matchs disputés. Et puis Franconville, c'est 2 matchs en moins en plus. Ouais, ils ont 2 matchs en moins. Donc avec les victoires, ils se replacent ex-aequo pratiquement avec. Mais il faut les gagner. Il faut les gagner. Ah oui, comme à chaque fois, c'est sur les terrains qu'il faut les gagner. Donc nous avons le coach du RC Gonesse, Manu Lemoine au téléphone. Allô ? Oui, allô. Bonsoir Manu, comment vas-tu ? Bonsoir Farid, ça va et toi ? Très bien, merci d'avoir accepté cette invitation. Nous, on voulait prendre un peu la température. Hier, tu as fait match nul 3-3. A priori, tu menais 3-1 en milieu de seconde mi-temps. Pardon. Comment s'est passé ce match et peux-tu nous parler un peu du classement ? Oui, bon, déjà bonsoir à tous. Bonsoir Mehdi, bonsoir Karim. Salut Manu. Ouais, ça va. Alors, on menait 3-2, on était mené 2-1 et du coup on est revenu à 2-2 et on menait 3-2 à 10 minutes de la fin.
Alors, championnat, bon, on connaît, la D1, c'est un peu un championnat tremplin pour la Ligue, donc c'est un championnat assez difficile. Comme l'a dit tout à l'heure Karim, il y a des équipes qui ont des gros moyens, déjà en district. Nous, on est un club en reconstruction, on va dire, hein, beaucoup de choses à faire. Et du coup, pas facile d'exister dans ce championnat. Après, on a fait preuve de malchance aussi cette année, vraiment de malchance sur pas mal de domaines. Et on sait que dans ce championnat D1, c'est beaucoup de détails, beaucoup de détails. Donc voilà, après, on baisse pas les bras, on lâche pas et ça s'est joué un peu sur tous nos matchs nuls. J'ai envie de dire, soit on a pris un rouge, soit hier on a pris un penalty qui aurait pas dû l'être. Mais en même temps, c'est vrai qu'à 20 minutes en début de partie, on fait une grosse faute qui aurait pu nous coûter cher. Donc voilà. Mais donc là, après 11 journées, Manu, est-ce que tu penses que tu es complètement décroché? Tu y crois encore? Quel est le moral des troupes dans le vestiaire? Mathématiquement, oui, on est décroché, on va pas se mentir. Maintenant, le moral des troupes, c'est que tout le monde se bat, tout le monde vient à l'entraînement. Franchement, la motivation, elle est là. On a des joueurs, on a des bons joueurs, ils travaillent. Bon, malheureusement, il y a des saisons comme ça où c'est plus difficile que d'autres. On a gagné un match à Saint-Leu. Malheureusement, on a perdu sur tapis vert parce qu'on avait un joueur qui avait on a une règle un peu avec les suspensions et qui avait pris 5 matchs. Bon, voilà, on a fait comme je dis. Il avait pris 5 matchs. Bon, alors là, c'est pareil, hein, les décisions arbitrales. Les choses, c'est compliqué des fois, donc c'est un joueur qui sortait du terrain et qui m'a parlé avec une frustration en me disant que ouais, l'arbitre il a été nul, il n'a pas été bon. L'observateur a entendu, pour ça il lui a mis 5 matchs, alors que bon, il s'est pas adressé à l'arbitre, il s'est adressé à moi, frustré, c'est un joueur qui me parle. Bon, qu'on fasse un rapport, qu'ils prennent un match, mais qu'ils prennent 5 matchs pour ça, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Je redonne la parole à Karim ou à Mehdi. Oui, je comprends en plus ce que tu viens de dire, Manu, dans le sens où des fois, les arbitres devraient aussi des fois être un peu plus, je dirais pas humains, ils le sont déjà, mais comprendre des fois le contexte dans lequel sont les joueurs, et que souvent des choses sont dites, mais elles sont pas là pour être méchantes ou désagréables ou nuire à quelqu'un, c'est le fait d'un instant. Des fois, les mots sortent, mais elles dépassent réellement la pensée. Donc des fois, il faudrait un peu prendre du recul par rapport à ce qui est dit. Néanmoins, au-delà du terrain, je voulais savoir, parce que je vois là aujourd'hui, c'est 2 points, 10 matchs et un match en retard. Et moi, je suis un fervent supporter de la préparation mentale. Est-ce qu'aujourd'hui, Manu va aller sur ce levier-là pour pas que les joueurs baisse le pied et continue à aller vers l'avant? Est-ce que c'est un axe sur lequel il va essayer de s'accrocher, la préparation mentale, pour pouvoir garder... C'est certainement lié aux moyens. Les moyens, c'est les joueurs. Les moyens, c'est les joueurs. Les moyens, c'est les joueurs. Alors oui, moi, je suis complètement dedans. Mehdi me connaît, Karim. Alors, je suis complètement dedans et c'est ce que je leur ai dit hier. On est enseignant. Au-delà de tactique, physique, technique, comme j'ai dit, technique, à partir de 15 ans, si on n'a pas travaillé, c'est pas en senior que je vais vous apprendre à faire une passe. Par contre, le côté mental, oui, c'est maintenant. Hier, encore une fois, là, j'ai un joueur qui vient de s'excuser. Hier, avant le match, je lui dis, t'as 2 cartons, fais attention, te laisse pas emporter, c'est un match à enjeu. À la 95e, il se prend la tête avec un joueur et puis il prend son 3e jaune. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui. Encore un détail, ouais. Un joueur suspendu dans 2 matchs. Parce que là, il ne sera pas suspendu là, mais dans 2 matchs. Et ouais, c'est dur. C'est dur. Il faut savoir gérer les émotions, quoi. C'est ça. La nouvelle génération, c'est compliqué. C'est compliqué. Dans une équipe de D1, aujourd'hui, on a Herblay. Voilà, ils ont de l'expérience. Ils ont des joueurs qui ont joué plus haut. Donc, c'est peut-être plus facile à gérer aussi. Après, nous, sur les autres équipes, en tout cas moi,
Quand on a plus de jeunes que d'anciens, ou alors quand on a des anciens qui des fois sont pas aussi matures, c'est compliqué. Aujourd'hui, franchement, sur 3 matchs, on a été pas mal. Saint-Lô gagne, mais on perd sur tapis vert. On élimine Adamo en Coupe du Val d'Oise et là, on fait un partout. Donc, on est sur une bonne dynamique. Exactement. Même si ça se voit pas au niveau des points, mais on Pas à est sur l'instant une présent, bonne mais dynamique. certainement du travail sur la durée, Manu. Et je me doute te connaissant, enfin bon, on te connaît tous autour du plateau. On sait que tu vas te battre jusqu'au bout pour faire, comme on dit, une certaine remontada pour maintenir ce club. En tout cas, merci Manu d'être passé au 100% football amateur. Merci à vous. Merci. Allez. Merci Manu, à bientôt. Et plein de bonnes choses pour cette fin de saison. De même. Merci vous aussi. Allez, au revoir. Au revoir Manu. Voilà, c'était intéressant quand même de s'arrêter quelques instants sur ce championnat qui est disputé. Et donc on espère pour Manu en tout cas forcément qu'il va trouver les leviers pour maintenir son équipe. Toujours en compagnie de Mehdi et de Karim, on termine avec le numéro 33 de Saint-Ouen-l'Aumône. Le 100% football amateur, l'interview. Alors j'ai dit 33 juste avant de finir et de lancer cette rubrique. Je vois qu'il y a un autre numéro dans le coup, mais il nous en parlera peut-être tout à l'heure. Doté du bonne patte gauche, excentré droit ou gauche, Alonso Morjot est avec nous en plateau ce soir. Tout va bien Alonso ? Oui, ça va, merci. En plus, avec une victoire ce week-end, donc ça va pour le mieux. C'est vrai, elle fait du bien au moral, je m'en doute. Avant peut-être de parler de championnat national 3, parlons un peu de ton parcours. Tu es formé au Restart de l'école de foot jusqu'aux catégories jeunes. Qu'est-ce que ce club t'a transmis comme valeur ? Bah écoute, le Red Star, c'est là-bas où j'ai appris clairement le foot. Au départ, j'étais à Écouen, voilà, au tout départ. C'est pas tout à côté le Restart. C'est pas à côté du tout. Après, le Restart, ils m'ont vite repéré en U9 pour que je puisse aller là-bas. Donc, vu que j'ai un père qui me suit de très près, il a décidé de faire le trajet. Donc, je suis parti au Red Star en U10. J'ai fait toutes mes classes là-bas en jeune. J'ai appris clairement le football parce que voilà, quand on va dire au-dessus dans un petit club, on va prendre la balle, on va faire les différences. Mais quand on passe dans un autre niveau et qu'on ne connaît pas, c'est plus collectif. Donc j'ai appris déjà le jeu collectif. Voilà, je sais qu'au Red Star, on ressort beaucoup la balle, il n'y a pas de jeu long. Enfin, en tout cas, nous, on ne nous a pas appris ça. Donc j'ai appris ça. Et puis j'ai appris aussi le respect. Parce que Red Star, c'est un club qui est basé beaucoup sur le respect des éducateurs. Donc maintenant que je suis éducateur aussi, je me sers de ça. Tu transmets cette valeur. Évidemment. Et puis c'est déjà très bien. Non, mais et c'est vrai que par rapport à Saint-Ouen Restart, ton club actuel et le Restart, il y a quand même le vert comme couleur identique. Après le Restart, tu passes par Montfermeil, un autre club du 93 et très connu pour sa formation en U17 nationaux. Puis tu pars à l'Entente Fény Aulnois en U19 nationaux. Pourquoi ces deux choix ? Alors 17 nationaux, quand on a Fabio qui vous appelle pour rejoindre le club, je pense qu'il très bon formateur n'y a pas également, de question à se poser. qu'on a reçu. Clairement, en plus on avait une super équipe. Donc j'ai rejoint cette année-là en 17 nationaux. Malheureusement il y a eu le Covid, l'année du Covid, donc on a fait 11 matchs championnat. On était premier de 17 nationaux. Et le Covid a stoppé la saison. Donc la saison d'après, c'était un peu compliqué, il fallait retrouver un club, etc. Après, c'est toi qui as décidé de partir ou Ouais, d'accord. J'avais l'opportunité de rester en 19 là-bas. Après, j'ai eu une opportunité en section sportive pour l'école et puis pour le football en 17 nationaux où je pense que j'ai eu plus de temps de jeu que j'aurais eu à Montfermeil. Donc je me suis pas posé de questions, j'ai foncé là-bas et ça s'est plutôt bien passé. On a fait même si on descend, on fait quand même une saison cohérente parce que la poule en 19 du Nord, c'est une poule franchement relevée avec beaucoup de clubs professionnels et des clubs parisiens. On sait que les clubs parisiens ils travaillent vraiment bien. Donc c'était une bonne saison qui m'a permis de partir ensuite en club professionnel. Exactement, on y vient juste après. Tu fais quand même, on le rappelle à nos auditeurs et auditrices, tu fais quand même le grand saut
à peine à peine 18 ans, tu prends la décision de partir au Portugal pour jouer en Ligue 2 portugaise. Comment cette opportunité s'est présentée à toi? Bah, tout simplement avec des agents sur des matchs de 19 nationaux qui m'ont vu, voilà, qui m'ont proposé cette opportunité-là, en sachant que j'avais pas encore fait une année en senior. Donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne opportunité, surtout que voilà, le Portugal s'est réputé aussi pour la formation. Je t'arrête, Alonso, parce que je présume, et ça va intéresser nos auditeurs et auditrices, parce qu'il y a beaucoup d'agents qui circulent autour des terrains, et beaucoup d'agents de vent, moi je les appelle, beaucoup de vent pour pas grand-chose. Comment toi tu te dis à ce moment-là, oui, lui, il me propose quelque chose de vrai. Je présume que tu as eu l'accord aussi de tes parents. Comment vous vous êtes arrêté sur cet agent plutôt qu'un autre? Bah, franchement, moi j'étais jeune, je le suis toujours, hein, mais quand on est jeune, bah, on entend club professionnel, pas en France, donc on est un peu emballé par le projet. Bien sûr. Après, mes parents, au début, ils n'étaient pas d'accord, clairement, hein. Mais voilà, j'ai essayé de les convaincre. Et puis, du coup, ils m'ont laissé partir à l'essai là-bas, parce qu'au début, c'était un essai. D'accord. Sauf que l'essai s'est transformé. Bah, j'ai dû rester là-bas. Ils m'ont pas laissé retourner en France, donc j'ai dû rester là-bas. Mes parents ont dû me ramener mes affaires, etc., parce que j'avais pas grand-chose. Mais c'était une belle expérience. Surtout que le Portugal, pour y avoir joué, c'est vraiment un autre football, très différent de la France, très technique. Ouais, davantage jeu, quoi, basé sur le jeu. Beaucoup de jeux. Je sais que nous, par exemple, sur ma saison que je fais au Portugal, on n'a même pas fait un travail physique de la saison. Bah, ça n'existe pas en fait. Tout est, bah, comme Mehdi parlait tout à l'heure, tout est intégré avec le ballon. Il n'y a pas de travail physique sans ballon, ça n'existe pas. Tout est basé voilà, sur la technique, beaucoup de taureaux, beaucoup de jeux comme ça. Donc j'ai beaucoup progressé là-bas. Et ce qui m'a permis ensuite de revenir. Avant de laisser la parole à Mehdi et à Karim, donc ton essai, il a duré combien de temps au Portugal? 3 semaines. 3 semaines, et ouais. Après, ils t'ont prolongé l'essai, ou ils t'ont dit, bon, finalement, on sait ce que tu vaux, on veut te garder? Non, au bout de 3 semaines, bah, j'ai eu leur accord pour signer là-bas. L'agent m'a dit que c'était bon, qu'ils allaient faire les papiers. En plus, il y a beaucoup de papiers à faire, parce que quand tu signes dans un club étranger, c'est un peu compliqué. Donc bah, j'ai appelé mes parents, je leur ai dit que s'ils pouvaient me ramener mes affaires, ça serait bien. Parce que bon, en plus j'étais un peu jeune, je connaissais pas tout, ouais. De vivre tout seul, c'était un peu compliqué, mais c'est une expérience. Et qu'est-ce qui a été le plus dur à gérer de loin de la France? Bah franchement, bah déjà au niveau des relations amicales, parce que j'avais pas un mot de portugais, donc c'était très compliqué, même s'il y avait un Français là-bas qui était avec moi. Donc bah, on n'a pas vraiment d'amis, même si on s'en fait, c'est pas comme en France, voilà, c'est pas des amis comme on a en France. Après, être loin des parents, de la famille, c'est aussi compliqué, hein. Y a pas l'affection des parents, on doit tout faire tout seul, donc moi j'avais pas l'habitude. Là, tu étais dans une chambre de 2, de 3? J'étais tout seul. Tout seul, d'accord. Tout seul, donc je devais tout faire tout seul, clairement. Et oui. À part la nourriture, on avait un restaurant du club pour aller manger. Mais voilà, les machines à laver, etc., je devais m'occuper tout seul. Donc c'était une année où j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris footballistiquement, mais aussi dans la vie de tous les jours. Humainement, exact. Ouais, je présume qu'on grandit à vitesse grand V. Bah, je laisse la parole à Mehdi. Ah, bah, Alonso, il s'est nourri de ses expériences. Parce que partir à l'étranger comme ça... c'est pas évident, on le rappelle, 18 ans comme ça, même si papa de jeune est capable de prendre l'avion et de débarquer, hein. Mais non, c'est pas évident, mais il a tellement de potentiel que je pense que dans quelques années, il va encore évoluer. Et ce qui est bien avec Alonso, c'est qu'il attend après personne. S'il doit ce soir à 22h aller courir, il va y aller. S'il sent il manque des choses chez lui, il va prendre un ballon tout seul, il va se placer ses plots, il va au stade et puis c'est parti. Il a besoin de se nourrir c'est un travailleur dans l'ombre. Voilà. Moi, il m'a surpris là-dessus. Quand tu dis à tes jeunes, vos séances d'entraînement ne suffisent pas, il faut faire plus. Ils te regardent avec des yeux et tu leur dis, bah
Alonso, demain matin, il sera là, et venez avec lui faire la séance. Il n'y a personne. Donc, il est courageux, et je lui souhaite bien sûr de réussir en tant qu'éducateur comme joueur. Et il est en BMF actuellement apprentissage, et ça lui a fait énormément de bien. On le ressent à tous les niveaux, parce qu'on pense qu'Alonso, il se la raconte, etc. Alors que c'est archi faux tout ça. Pour connaître le personnage, c'est quelqu'un de très attachant déjà, et je suis persuadé qu'il va percer. J'ai pas de doute avec ça. Il tout est cas. entre de bonnes mains du côté de Saint-Olomo. Exactement. Et on parlera bien sûr du coach dans quelques instants, Mani Fofana. Karim, une question. Alors, une question. Alors, aujourd'hui, si mon sonotone ne fait pas défaut, tu t'entraînes avec la N3, donc tu évolues un petit peu avec la N3. Tu titulaire ou tu as du temps de jeu ou Là, j'ai enchaîné du coup 9 groupes de suite. J'ai fait un peu de. Il a commencé en réserve. C'est ça. Ouais, avec la R3. J'ai commencé au début avec la réserve. Je suis vite monté au bout d'une semaine avec la N3. Et ensuite, j'ai enchaîné au début des bancs. Ensuite, des petites rentrées en jeu. Après, j'ai fait des matchs titulaires. J'ai fait 4 matchs titulaires. Ensuite, des bancs. Ça alterne en fait. Après, il faut s'imposer. Exactement. Il faut s'imposer. Je pense que j'ai encore une marge de progression. J'ai encore du travail. Mais je travaille, et puis j'ai un coach quand même qui me fait plutôt confiance, donc j'essaye de lui rendre ça sur le terrain. Combien de séances par semaine ? 3 séances par semaine. Vous avez 3 séances par semaine en N3 ? Ouais, 3 séances par semaine, après des fois le lundi aussi, mais on a entre 3 et 4 séances, on va dire, globalement. Donc, toi, c'est un club avec des petits moyens. Oui, toi tu as un rêve, demain c'est de faire du football ton métier, de retourner ton job, dans comme l'a dit si bien Nasser, c'est ton job. Bien sûr. Donc aujourd'hui, tu voudrais en faire ton job. Est-ce que tu as des objectifs déjà personnels pour essayer d'y arriver ? Même si on sait que le football est compliqué, et je pense qu'aussi tu dois être très attentif aussi à ce qui se passe à côté du football pour dire si demain malheureusement, et comme l'a dit Mehdi, aujourd'hui tu es en train de passer ton BMF. Maintenant je te souhaite surtout de réussir d'un point de vue footballistique, et tu auras le temps après, plus tard, de mettre en place ton BMF. Donc, est-ce que tu t'es mis, toi, individuellement, des objectifs pour essayer d'accéder à ton rêve ? Objectif, oui, clairement, on va pas se mentir, comme tout joueur de, entre guillemets, haut niveau, on aspire à aller plus haut. Donc moi, mon objectif principal, c'est le foot en tant que joueur. Maintenant, à côté, j'ai préféré... coacher, parce que qu'on a quand même beaucoup de temps libre quand on fait du foot à ce niveau-là. Donc j'ai préféré passer un BMF pour, on va dire, en secours du foot, et puis pour après, parce que aussi, si imaginons je deviens pro plus tard, j'aurai des diplômes de coach, et c'est plutôt cool. Mais en tout cas, moi personnellement, j'espère grimper chaque année, déjà là avec la N3 s'imposer, avoir le plus de titularisation possible, voir toute la saison, et après voir ce qui se passe, s'il y a la National 2, si on voit, on n'est pas... cette saison, en tout cas avec Saint-Olomo, ça semble un peu compliqué. Ça semble compliqué, c'est sûr, mais l'important c'est de se maintenir déjà. Mais là, jouer le maintien, essayer de se maintenir, et puis la saison prochaine, on espère monter en National 2. Faut espérer grand quand même si ça va être... Il faut rêver grand, comme tu dis. C'est ça. On apprend quoi avec Mani Fofana ? Beaucoup de choses. Déjà, en termes d'humain, il est incroyable, franchement. Je l'ai découvert cette année, mais c'est un coach vraiment attachant. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à apprendre à ses côtés, parce qu'il transmet vraiment sa passion. Et moi qui coach à côté, j'essaie de faire comme lui, parce que c'est... Un coach qui transmet sa passion comme ça, en fait, on a envie de se battre pour lui. Le week-end avant les matchs, quand il fait un discours d'avant-match, tout de suite, tu as envie de jouer, parce qu'il transmet cette envie d'aller gagner, même si c'est compliqué cette saison, parce qu'on ne gagne pas tous les matchs, mais je pense que tout le groupe a cette envie-là, parce qu'il nous transmet ça. Ensuite, techniquement, sur les séances, j'ai rien à dire. Je progresse vraiment cette année. Je pense que c'est la saison qui me fait peut-être le plus progresser, parce que déjà le monde senior c'est un autre monde, puis l'exigence, je pense, demandée par Mani est très élevée. Bien sûr, surtout qu'en jouant en maintien, il est obligé d'augmenter l'exigence, parce que c'est compliqué, donc il faut en demander plus,
Et moi, ça me va parce que quand on m'en demande plus, je préfère. Je préfère. Je me doute. Quel est le moral des troupes dans le vestiaire, étant donné que l'année dernière, faut quand même le rappeler, Saint-Olomone fait une très belle saison. Il joue même les premiers rôles de longues semaines. Là, cette saison, il y a eu quand même des départs importants de l'effectif. Peut-être que ça a joué ou pas, je ne sais pas. Aujourd'hui, quel est le moral des troupes ? Le moral, il est quand même positif, même si c'est sûr qu'après une défaite, on n'arrive pas vraiment à positiver. Mais tout au long de la semaine, on travaille vraiment dur. Il y a beaucoup de bonnes choses, même le coach lui-même le dit. Et je pense que ça va payer au bout d'un moment. Hein. C'est une roue qui tourne. Voilà, maintenant, elle ne tourne pas dans notre sens en ce moment. Mais de toute façon, à part travailler, il n'y a que ça à faire. Et je pense qu'avec le travail et avec l'exigence que Madane met en place, je pense qu'on va réussir à se sauver et à gagner, à remporter des points importants au fur et à mesure de la saison. En tout cas, on vous le souhaite. C'est important d'avoir un club du Val d'Oise en National 3 l'année prochaine. Mehdi, une question. Non, après, non, une question. Alonso, on se côtoie pratiquement tous les jours et je sais qu'il est ambitieux et qu'il a envie d'être coach numéro 1 et d'aller chercher le plus haut niveau. Je lui souhaite, mais est-ce que, je le sais, je suis pas dupe, mais adjoint, c'est pas pour toi. Tu veux aller chercher, ce qui est normal, t'es ambitieux. Et est-ce que tu penses que par rapport à ta situation de joueur, au bout d'un moment, tu feras un choix à te dire est-ce que je reste au plus haut niveau en tant que joueur et en tant qu'éducateur, j'aime toujours ça, je mords le foot et je veux être numéro 1, mais est-ce que ça va pas te bloquer par rapport à ta carrière de joueur ? Oui, bien sûr. C'est sûr qu'être numéro 1, on va pas se le cacher en tant que coach, c'est ce qui nous anime parce que voilà, c'est là où on a le plus de choses à faire. Après, cette année, avec toi en U16, je suis plutôt bien parce que avec le foot et le coaching, ça va pas très bien ensemble, voilà, et au niveau des horaires, etc. Donc ça me permet même quand je suis pas là, toi tu es toujours là et vu que tu es le principal, c'est le plus important. Mais après, c'est sûr que s'il n'y aurait pas le foot, être coach principal, c'est ce que j'aimerais, comme j'avais l'année dernière, c'était très, très, très cohérent. Mais en tout cas, là, je suis bien en adjoint, ça me plaît. Et puis, donc, j'ai pas de soucis pour l'instant, mais tant que je jouerai à ce niveau-là, ça sera compliqué d'avoir une équipe en tant que coach principal, je pense. Tu as toujours ce petit truc qui te dit bon, j'ai envie d'être numéro 1, mais je peux pas parce que je suis à Saint-Olomone et c'est délicat parce que toi tu fais pas les choses à moitié. Tu peux le dire à Alonso, à Mehdi prend de la place sur un banc de touche. J'allais y venir. Déjà il en prend ici, donc il faut se dire les choses, Alonso, il faut se dire. Non, il prend de la place, mais il prend une bonne place. Il prend une bonne place. Non, mais je plaisante. T'as commencé donc avec la réserve avec Saint-Olomone avec le numéro 33. Ouais. C'est ça. Là t'as quel numéro avec la 1 ? J'ai le 33 toujours. Toujours ? Ouais, c'est mon mais numéro, quel est ton numéro fétiche ? Il y a un numéro c'est celui qui est sur le coup, c'est le 7. Voilà. C'est mon numéro. Mais il est déjà pris, je crois. Mais il est déjà pris, malheureusement. Donc on va rester avec le 33 cette saison. C'est un bon numéro, un numéro de jeune joueur prometteur. Donc ça me définit bien. Ça me va en tout cas. Ça te va. L'émission arrive à sa fin, mais peut-être que Karim a une toute petite question. Réponse courte. Non, question courte, réponse courte. Je vais lui souhaiter le meilleur pour demain et lui souhaiter de prendre le numéro 7 dans un club hiérarchiquement plus haut. Supérieur. Je ne dirais pas le numéro 7 de Cantona à Manchester United, la marche est très haute. Mais je lui souhaite le meilleur possible, de réussir à accéder à son rêve, de faire du football son job. Et ça aurait été un plaisir de me dire tiens, je suis venu à une émission de radio, puis aujourd'hui je le vois à la télé. Donc voilà, donc je te dis un grand M, tu connais la suite du mot, et au plaisir de te croiser sur les terrains. Comme je connais très bien Mehdi, je viendrai voir si
si Mehdi ne prend pas trop de place ou si tu n'es pas de le pousser un petit peu sur le côté. C'est gentil, merci beaucoup. Aucune relation avec leur équipe fétiche, bien sûr, qui commence par le M également. En tout cas, merci messieurs, hein. Merci Alonso d'avoir répondu à nos questions. Et c'était un plaisir et tu reviens quand tu veux. Si tu es amené à continuer avec Saint-Olomone la saison prochaine ou à changer de club, en tout cas, continue à prendre plaisir avec tes gamins et puis sur un terrain de foot avec Mani Fofana. Mais comme à chaque fois ici, c'est la coutume, on fait un dernier tour de table, même si Karim t'a lancé des louanges. Karim, merci d'être passé. Merci Fares, c'est toujours un plaisir de venir à ton émission parce que tu es un bon gars et c'est toujours un plaisir de venir t'épauler sur ces émissions-là. Plaisir partagé, Karim. Mehdi. Moi j'ai eu Giroud, j'ai eu Xavier Gravelaine, Nasser Larguet. Moi je suis toujours dans les bonnes émissions donc... Tu peux dire Karim aussi. Karim aimerait bien. Oui. Oh là. Un peu plus tard. Bon, je vois qu'ils ont du mal à se partager le banc de touche. Le chèque il était prêt là. Tu me diras les prochains invités et puis je reviens toujours avec plaisir. Comme l'a dit Karim, voilà, tu fais des choses pour le football amateur. Tu fais des choses exceptionnelles entre les lives, Insta, tout ça. Bon, on te suit de très près et voilà. Et Alonso Morjot. Exactement. Merci voilà. En tout cas messieurs. Et puis Alonso, le mot de la fin pour toi. Merci beaucoup déjà pour l'invitation, c'était très bien. Parler de foot et de foot amateur en plus, c'est important, surtout dans le département. Donc merci pour tout. Bon, en tout cas, merci d'être passé. Voilà, chers auditeurs, auditrices, j'espère que l'émission vous a plu. N'hésitez pas à l'écouter en podcast. Merci à Nasser qu'on a eu au téléphone, c'est une grande chance. Merci à tous les trois, merci à Axel pour la technique, toujours au rendez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important, sur les réseaux sociaux. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, le football ce n'est que du plaisir. Ciao.